Mesdames, Messieurs, bienvenue à Casablanca au Maroc pour la suite de ce 5e Forum international Afrique Développement. On rappelle donc que c'est une initiative née en 2010 qui est impulsée par la Société nationale d'investissement et qui est l'actionnaire de référence de Attijari Wafa Bank. Et depuis sa création, il faut dire que le forum a réuni plus de 5500 opérateurs de 36 pays, dont 24 d'Afrique, et fait générer plus de 13 000 rendez-vous en business to business, ce qu'on appelle encore B2B. Et nous avons donc sur le plateau de ce jour, nous avons deux invités, Monsieur Adama Ouad, il est directeur de publication de Financial Afrique, journal économique en ligne. Merci d'être venu une fois de plus, merci, monsieur. Merci. Et nous avons monsieur Marc Vincent Wabi, qui est le directeur général de Deloitte, Côte d'Ivoire, qui est en même temps le vice-président de la Chambre de commerce, président de la commission économique du patronat. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Merci d'être venu, monsieur. Alors, il y a eu des chiffres d'ailleurs qui ont été rendus publics ces derniers jours par la Banque africaine de développement, ces dernières heures. La croissance du continent africain serait de 4,5% cette année. C'est un continent qui fait des croissances positives. C'est la partie du monde peut-être où il y a le plus de croissance positive. Mais ça ne se traduit pas vraiment sur les populations. Les écarts sont encore importants entre riches et pauvres. C'est d'ailleurs un peu la raison du thème de cette année-ci qui porte sur la croissance inclusive. Alors, dans quelques heures, la 5e édition de ce forum va s'achever. Adama Ouad, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan de la participation? Alors, je dirais d'abord que c'est une participation record. Ce forum était payant. Nous avons eu quand même plus de 2000 opérateurs économiques venus d'une vingtaine de pays. Deuxièmement, il y a eu, selon les informations à notre possession, 3000 rendez-vous B2B qui ont été organisés dans la journée d'hier. Il y a eu beaucoup d'accords et de conventions qui ont été entérinés. Il y a eu 8 pays qui ont présenté leur plan de développement aux investisseurs potentiels. Je dirais que, grosso modo, que c'est une réussite et surtout qu'il y a un thème de qualité, un thème qui nous intéresse tous, c'est l'inclusion du plus grand nombre d'Africains dans le processus économique. C'est votre avis aussi, Marc Vincent Wabi? Je pense que la fréquentation de cet événement, de ce forum, est un bon marqueur du dynamisme du secteur privé comme du secteur public en Afrique. Si autant de chefs d'entreprise, autant de clients de ce groupe bancaire a décidé de venir à Casablanca pour une telle rencontre, c'est justement parce que le thème qui est proposé est un thème d'actualité et une préoccupation pour l'ensemble des économies africaines. Alors là, on parle de nouveau Davos de l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation pour qualifier le FIAD? Je pense que c'est un forum africain d'hommes et de femmes d'affaires qui viennent avec le secteur public pour réfléchir sur les problématiques du continent. Il ne faudrait pas le comparer à Davos ou à un autre forum. C'est un forum africain et je pense qu'il doit garder toute sa spécificité du fait que c'est un forum qui permet à des Africains de se retrouver et puis d'échanger ensemble. Je rappelle que dans quelques instants, on va pouvoir rejoindre la grande salle où se déroule donc la cérémonie de clôture. Il y aura la restitution, puis cérémonie de clôture, avec d'ailleurs la remise de quelques prix à des jeunes entrepreneurs qui ont été identifiés. Adama Ouad, je veux qu'on parle un peu du marché de l'investissement. Oui, alors le marché de l'investissement, c'est-à-dire nous avons eu 8 pays et l'invité d'honneur c'était le Burkina Faso, mais il y avait aussi le Rwanda, il y avait le Sénégal, donc en tout 8 pays qui ont des programmes de développement. Vous savez, le Burkina a son plan de développement économique et social 2016-2020, c'est un plan de 18 milliards d'euros. Vous avez le Sénégal qui a son plan Sénégal émergent, c'est un plan aussi qui vise l'émergence d'ici 2035. Vous avez la Côte d'Ivoire avec aussi son plan national de développement économique. Je parle avec le contrôle de M. Wabi. Vous avez donc un certain nombre de pays africains qui aspirent tous à un seul objectif, l'émergence, avec des périodes différentes, mais une planification, des planifications qui se rejoignent. La question qui se pose, c'est quelle est l'articulation ou quelles sont les articulations possibles entre ces différentes émergences. Et est-ce que l'inclusion, qui est le thème aujourd'hui, suppose l'intégration
Est-ce qu'il y a un pont entre l'inclusion qu'on recherche et l'intégration économique africaine? Moi, je pense que si, parce qu'un forum comme celui-ci s'inscrit dans une Afrique retrouvée, dans une Afrique qui croit en sa dynamique interne. Attijari Wafa Bank est le produit de cette Afrique-là, c'est-à-dire de l'Afrique des années 2005, puisque c'est le produit d'une fusion interne au Maroc et qui est parti chercher des relais internationaux en Afrique. Donc, nous sommes dans une nouvelle perspective, une nouvelle Afrique qui n'attend pas forcément seulement que des partenaires étrangers viennent faire le miracle, mais qu'une Afrique qui elle-même, avec des acteurs puissants dans le domaine bancaire, financier, industriel, qui sont capables de réaliser l'intégration. Je pense que l'inclusion ne pourrait avoir lieu sans une grande intégration. Oui, justement, quand on parle de ce marché de l'investissement, on parle d'une nécessité d'avoir une croissance inclusive. Est-ce que les pays qui sont venus présenter donc, ces projets-là sont venus présenter des projets spécifiques qui pouvaient justement entrer dans le cadre de la croissance inclusive? Parce que c'est l'un des grands reproches qu'on fait aussi à tous les projets qui sont mis en place. Ils ne touchent pas assez la population. Carrément. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la présentation du Rwanda, donc un pays que je connais Vous avez travaillé au Rwanda, où j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière d'ailleurs au Rwanda. Et le projet qui était proposé donc, par l'organisme en charge des investissements au Rwanda, c'était sur le développement de l'hospitalité au Rwanda. Donc, qui est un secteur d'activité qui utilise beaucoup de main-d'œuvre. Donc, pour moi, c'est ce projet de ce type-là qui non seulement invite les investisseurs étrangers à développer et à investir dans les pays, mais qui propose aux populations des moyens de gagner des revenus pour organiser eux-mêmes leur propre émergence. Donc le progrès social. Et c'est un peu, je pense que c'est là l'axe de nos actions. Les problématiques que vous citiez au début, sur le fait que l'Afrique a un taux de croissance d'environ 4%, ouais, sans que cela soit ressenti par les couches sociales. C'est parce qu'aujourd'hui, la croissance africaine est drivée par les infrastructures, qui généralement demandent des capitaux importants, donc ont un effet sur le PIB important, mais qui n'ont pas un effet sur, je sais pas, le PIB social. Sur l'emploi, non? Puisque quand vous faites des routes, vous construisez des barrages, vous employez des nationaux. Logiquement, après, c'est la consommation. Mais justement, c'est que le type, est-ce que les emplois qui sont créés sont suffisamment importants? Est-ce que les emplois qui sont créés sont suffisamment créés au profit des populations? Parce qu'il y a le problème aussi de la qualité de la main-d'œuvre sur ce type de grands projets infrastructurels. Donc la capacité, l'employabilité de ces projets et l'effet social de ces projets, en tout cas dans l'ensemble de nos pays, on l'a vu, n'est pas aussi perceptible. Voilà, n'est pas aussi perceptible. Sans compter qu'il y a par exemple, dans le cas de la coopération chinoise, il y a beaucoup de cas où justement la main-d'œuvre vient de Chine. Adama. Je pense en fait qu'on ne peut pas sauter une étape en Afrique qui est la construction des grandes infrastructures urbaines, des infrastructures d'intégration comme les routes, les ponts, les autoroutes. Et nous ne pouvons pas nous y affranchir parce que c'était un passage obligé vers l'émergence. Et durant les périodes 1980-2000, des périodes assez difficiles pour l'Afrique, on a gelé tout investissement public d'envergure. Et ce à quoi on assiste depuis le début des années 2000, c'est un rattrapage sur le plan infrastructure. La Banque mondiale parlait d'un investissement de 93 milliards de dollars par an pour résorber le déficit en infrastructure en Afrique. Moi, je pense que ces estimations sont dépassées. On est à des niveaux beaucoup plus importants. Si vous vous référez au programme NEPAD avec les 16 projets prioritaires, dont le corridor Abidjan-Lagos. D'ailleurs, je crois comprendre que hier, le président Buhari a signé, a entériné ce projet et qu'il entre dans une phase active d'exécution. Mais ces projets sont inclusifs parce que, comme vous le dites si bien, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés, il y a beaucoup d'entreprises africaines qui vont y investir, j'espère. Et il y aura des champions nationaux, c'est des opportunités de créer de grands champions. Mais si il faut construire ces infrastructures avec la main-d'œuvre importée, avec des opérateurs économiques importés, on ne parle pas d'émergence, on est juste en train de parler d'une Afrique qui s'endette. Et nous, ce qu'on veut, c'est que des grands champions africains naissent
à l'occasion de l'exécution de ces projets. Lorsqu'on parle d'infrastructure, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors de ce forum, ça fait partie des points importants pour que l'Afrique puisse se développer. Il y a eu aussi beaucoup d'abus. Monsieur Wabi, il y a des pays, par exemple, où on a beaucoup construit, c'est vrai, mais pas forcément pour le bien de la population. C'est clair qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les infrastructures en Afrique, que ce soit les routes, que ce soit les infrastructures sanitaires, énergétiques, sont nécessaires au développement et à l'inclusion, j'allais dire, financière, et puis à l'inclusion sociale. Mais vous levez un point qui est clé, c'est le coût de ces infrastructures, parce que vous pouvez faire une étude en allant d'un pays à un autre, vous verrez que les coûts sont assez différents. La deuxième chose, c'est l'obligation qui doit être faite aux entreprises qui ont ces marchés d'utiliser de la main-d'œuvre locale, des entreprises locales. C'est aussi, je pense, un point qui ferait qu'on sentirait beaucoup plus... Ça peut être facile lorsque vous demandez de l'argent, on vous apporte des financements, mais on vous dit, mais on vous donne ces financements-là, mais il faut absolument que ce soit la main-d'œuvre l'entreprise voilà, qui puisse la fournir. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu. C'est l'enjeu du contenu local. C'est comment on essaie, à travers ces grosses infrastructures qui ont un coût très élevé et qui endettent nos États, nos pays, parce que toutes ces routes ont un coût. Ce coût, il faut qu'il soit payé et ce sont les générations futures qui vont prendre la charge. Mais ce serait de permettre, en même temps qu'il y ait ces gros investissements, qu'il y ait des entreprises de travaux publics qui se développent en Afrique et qui profitent aussi de ces projets, malgré le fait que ces projets soient financés généralement par l'étranger. On a beaucoup parlé justement de partenariat public-privé, ça rentre un peu dans le cadre de ce qu'on est en train de dire ici. Vous pensez que c'est quelque chose qui est plus ou moins indispensable, il faudrait le développer, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a des cadres permanents qui ont été établis dans les différents pays. Au Côte d'Ivoire, il y en a, au Sénégal, en Mauritanie, au Cameroun, au Gabon, partout. Mais chaque fois, on se plaint, notamment ceux du privé. Ils disent, oui, mais on fait des recommandations, ce n'est pas toujours suivi des faits. Oui, je pense que la principale recommandation du privé africain, c'est d'être suffisamment concerné par le projet PPP. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous avons en général une compétition pour la réalisation de grandes infrastructures entre des entreprises chinoises, turques, françaises, brésiliennes, que ce soit pour les ouvrages dans le cadre des barrages hydroélectriques, que ce soit dans les lignes haute tension, que ce soit dans les grandes infrastructures. Certes, nous n'avons pas des entreprises qui disposent d'une assiette financière suffisante. C'est le principal grief qui est opposé aux entreprises africaines. Mais l'État, en tant que stratège, organisateur de la sphère économique, pourrait quand même imaginer un cadre de consortium, de groupement, qui inclurait non seulement des entreprises nationales, parce que moi, ma vision de l'Afrique, c'est une vision intégrée, c'est une vision au moins régionale, sous-régionale, avec des groupements locaux, régionaux, puissants. On va en parler dans une minute. C'est ça, c'est très important. Et ça rejoint encore une fois l'intégration. Et derrière l'intégration, parce qu'il faut que l'intégration ait un objectif, une plus-value sociale, c'est l'inclusion sociale. C'est-à-dire, c'est permettre à cette classe moyenne africaine, à ces étudiants à la recherche d'emploi, à tous ces chômeurs aujourd'hui qui sont hyper diplômés et qui parfois tentent la Méditerranée, de chercher et ils trouveront du travail en Afrique. Ok, justement, sur ce partenariat public-privé, vous qui êtes en même temps le vice-président de la Chambre de commerce, comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que ça se passe bien en Côte d'Ivoire? Je pense que le partenariat public-privé, la Côte d'Ivoire est un bon exemple de ce mécanisme-là, parce que nous l'avons expérimenté de très très longue date, notamment sur tout ce qui est infrastructure d'assainissement et infrastructure énergétique. La préoccupation qui nous guide, en tout cas, et qui guide les pays africains dans le choix de ce type de processus de financement, c'est le fait que nous n'avons pas les capitaux nécessaires pour accélérer le développement de nos États et pour rattraper le retard infrastructurel de nos États. Donc le gouvernement n'a pas les moyens suffisants. Il est obligé d'appeler le secteur privé. Mais généralement, on était parti pour s'engager sur de la dette concessionnelle qui a son coût et qui a ses avantages comme ses inconvénients. Aujourd'hui, on pourra entraîner plus d'inclusion en permettant au secteur privé
de participer à la construction et à l'accélération de ce rattrapage infrastructurel. Le problème du coût se pose parce que quand on parle de partenariat public-privé, généralement, il n'y a pas un décaissement upfront de l'État ou des collectivités. Mais il y a un étalement de la dette, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la problématique du coût, la problématique des modalités d'usage de l'infrastructure, quand vous faites construire un pont en PPP, que vous mettez un péage, il faut que l'État soit vigilant sur le coût de ce péage-là. Parce que l'effet sur l'économie du coût des infrastructures qui sont réalisées en PPP est un élément économique fort. Parce que vous pouvez améliorer l'infrastructure en proposant une route à des populations. Si l'utilisation de cette route devient trop chère pour les populations, mais vous n'aurez pas réglé le problème de l'inclusion sociale. L'autre aspect du PPP, c'est que ce n'est pas tout qui est bon de faire en PPP, parce que généralement, le secteur privé est attiré par les PPP lorsqu'il tire de l'ouvrage les revenus pour se faire payer. Et donc, on aura tendance à aller choisir des situations, des opérations où on peut tirer, voilà, on peut tirer le revenu de l'ouvrage. Et cela a un coût sur les frais, c'est un effet sur l'inflation. Donc, il faut vraiment bien regarder, bien structurer ces programmes. Avant de se lancer dans ce partenariat public-privé. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression, Adama, que les États africains veulent vraiment lâcher du lest? Parce qu'on parle quand même des États qui étaient des États forts, centraux. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils laissent quand même la place au secteur privé pour qu'il puisse justement jouer son rôle de créateur de richesse? Je pense quand même qu'il y a une dynamique très positive aujourd'hui en Afrique. La preuve, c'est l'émergence de grands champions africains, aussi bien dans le domaine des BTP, dans le domaine de la banque, dans le domaine des assurances. Il y a des privés, des champions régionaux, nous le voyons, du Cameroun, du Côte d'Ivoire, du Sénégal. Maintenant, à mon avis, il y a une question, c'est la mentalité au niveau de nos États. On a tendance à aller chercher encore du concessionnel, ce qui est bon d'ailleurs, parce que c'est à des taux très bas. On a tendance à aller surtout chercher les crédits acheteurs auprès des entreprises chinoises et turques. On est donc, encore une fois, face à un dilemme. Est-ce que nous finançons des infrastructures prioritaires ou bien nous nous plions aux conditions des prêteurs qui, souvent, cherchent chez nous des marchés et viennent avec aussi le mode de financement? Parce que c'est ça. Si nous avons des infrastructures ou un programme prioritaire à réaliser sur la base de notre vision, ça, je trouve que c'est bien, à travers le PPP ou sans le PPP. Mais si c'est le pays partenaire qui nous impose un programme, qui nous fournit les études nécessaires, qui nous fournit le financement et qui nous impose aussi un maître d'ouvrage, moi, je trouve que ça, c'est le genre d'erreur. D'ailleurs, on le voit dans certains pays, c'est le genre d'erreur qui vont coûter cher. Vont coûter cher dans un Oui, madame, mais est-ce que les États ont le choix? Je pense que nous avons largement le choix. Nous avons largement le choix aujourd'hui parce qu'il y a une expertise qui s'est constituée. Il y a des groupes bancaires africains qui sont capables d'accompagner nos États. Il y a des montages financiers qui sont très innovants et qui peuvent se faire autour de ces grands projets. Et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher un financement qui, dans une génération ou même moins, va nous coûter trop cher. On n'a pas besoin de retomber sur les erreurs du passé. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il dit, et il a totalement raison. Les partenariats publics-privés, c'est un moyen de financement d'un ouvrage. Mais il ne faudrait pas tomber dans les choix et dans les priorités du fournisseur. C'est pour ça que je voudrais revenir donc aux allocutions d'hier qui disent qu'il faudrait de la planification et une vision dans nos États. Et donc le partenariat public-privé doit venir réaliser les actions qui sont prévues dans la vision qui est projetée. Parce que, vous savez, il y a une pléthore de grandes entreprises dans le monde qui ont des modèles et qui veulent venir vous les imposer parce qu'ils savent que derrière ces modèles, ils peuvent en tirer une rémunération. Donc il faut que le partenariat public-privé vienne après la définition des priorités de développement dans nos pays. Mais pas copier parce que dans un pays on a fait ça, ça marche. Le copier, ce n'est pas toujours vrai que les exemples des pays à côté se réalisent donc de façon satisfaisante dans nos pays. Donc la planification et la vision
stratégiques me paraissent être importants. On parle aussi beaucoup de l'amélioration du climat des affaires. Chaque fois on en parle, il y a des choses qui ont été faites, notamment l'allègement des procédures sur le plan fiscal, administratif. Mais qu'est-ce qui continue à provoquer le blocage? Parce que je vois qu'il y a quand même des incitations qui sont faites par l'administration, par les administrations des pays. Mais on parle toujours aussi soit de lenteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais parler de notre zone l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je pense qu'on a besoin d'une vision intégrée en matière de fiscalité. Il y a une vision globale, mais chaque pays, selon les lois de finances, il y a beaucoup de variations. Aussi bien en termes de souscription sur les obligations d'État, qu'en termes, par exemple, de cadre approprié pour le capital investissement. On voit que dans notre zone de l'UEMOA, il n'y a aucun fonds qui est domicilié parce que tout simplement, il y a soit un vide juridique, soit il y a une fiscalité qui n'est pas appropriée. On parlait hier de business angel, on parlait de fonds d'amorçage pour les PME, PMI, mais il n'y a pas de fonds qui est domicilié en Afrique. Le seul, et c'était Coris, je pense, et Coris même est parti à Maurice, comme la plupart des fonds, parce que nous n'avons pas de cadre approprié. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est appelé à être un hub, doit peut-être se doter d'une fiscalité appropriée pour les hubs. Il y a le Togo, effectivement, qui est une alternative assez intéressante, mais il faudrait, peut-être, il est temps, en parlant d'émergence, de se doter d'une fiscalité émergente. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je pense que c'est important quand même. C'est une forme de quoi? D'harmonisation? Alors, quand on parle d'intégration, on a forcément besoin qu'il puisse être dans une union économique et monétaire, dans une union douanière comme l'UEMOA, et même dans une CEDEAO qui a un tarif extérieur commun, on a besoin d'harmonisation fiscale. On a besoin de définition commune de c'est quoi une PME. On a besoin d'un impôt sur les sociétés qui soit le même partout. On a besoin de créer un cadre économique global, convergent, qui permette à l'entreprise de s'épanouir. Mais il y a un problème. Une entreprise qui est au Sénégal, elle veut aller se positionner en Côte d'Ivoire, elle doit s'y établir. Donc il y a quand même des barrières invisibles, non tarifaires, qu'il faudrait lever au préalable. Qu'il faudrait lever, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une question qui est bien connue. L'harmonisation des politiques fiscales dans les différents groupements régionaux est nécessaire. C'est nécessaire. Maintenant, la problématique de nos pays, c'est comment on va y arriver, parce que la fiscalité représente un revenu important dans le budget de nos États. Donc, il faudrait avoir des administrations beaucoup plus flexibles. Ça revient sur le coût de nos administrations publiques. Donc, réduire les dépenses publiques, renforcer la politique budgétaire, de sorte que l'État puisse tirer d'autres sources pour son financement que les sources fiscales. Parce que tant que plus de 50% des revenus du budget de chaque État viendraient des recettes douanières, il y aura une pression sur les entreprises. La pression va continuer. Donc il faut mettre en place des politiques qui permettent non seulement de diversifier le revenu, mais aussi d'accroître l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus d'entreprises formelles en Afrique qui permettent à l'État de tirer beaucoup plus de revenus et de pouvoir lâcher des sujets comme les sujets Est-ce que vous pensez que c'est possible avec, par exemple, la signature des fameux accords de partenariat économique où vous allez voir quand même des produits importés de l'Union européenne qui vont pouvoir entrer sans payer le droit de douane? Donc forcément, l'État va perdre en termes de ressources fiscales, douanières. Pour moi, excusez-moi, monsieur. Oui. Pour moi, en fait, les APE, tels qu'on est en train de les vivre dans la zone CEDEAO, expriment une incohérence africaine. La CEDEAO, c'est 15 pays. 13 pays ont signé les APE. Il y a un grand pays qui intéresse beaucoup l'Union européenne, c'est le Nigeria, qui ne l'a pas signé avec la Gambie. Comment peut-on être dans une union qui est appelée à créer une monnaie unique en 2020 et être aussi contradictoire et aux antipodes quand il s'agit de négocier un accord aussi stratégique avec l'Union européenne? Ça pose une question. Est-ce que nous croyons en notre union? Est-ce que nous avons un agenda prioritaire aussi? Parce que là, ça rejoint ce qu'on disait sur les PPP. Il ne faudrait pas qu'on nous impose une vision unilatérale qui vienne de l'extérieur. Mais là, malheureusement, on a l'impression que nos pays croient beaucoup plus à ces APE, puisqu'ils les ont signés pour la plupart,
qu'aux accords et à l'agenda de la CEDEAO et de l'Union africaine qui prévoit une zone de libre-échange continental à l'horizon 2034. Je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choix aussi, hein, parce qu'on parle d'entrée de produits manufacturés d'Occident en Afrique, mais il faut savoir que en contrepartie, c'est permettre à nos produits d'aller chez eux. Donc, si aujourd'hui on restait réfractaire, en tout cas certains pays qui n'ont pas la force du Nigeria à signer les APE, on n'aurait pas pu exporter notre banane, notre cacao, café. Voilà. Donc on a quand même signé sous la contrainte. Maintenant, on ne peut pas ouvrir autant nos marchés sans renforcer l'industrie locale. Est-ce que vous pensez que justement la signature de ces accords de partenariat économique, là, ça va permettre quand même qu'il y ait une industrie locale qui puisse se mettre à niveau? Parce qu'il va bien falloir qu'elle entre en concurrence avec les produits qui vont arriver. Est-ce que vous pensez que ça va permettre qu'ils puissent avoir une mise à niveau? Non, la concurrence va être très rude. Donc du coup, je pense que l'industrie locale, pour pouvoir résister, elle meurt ou elle se bonifie. Maintenant, la préoccupation, et c'est toujours aussi les engagements que les États prennent, c'est de passer progressivement donc à l'ouverture de nos frontières et puis d'inclure des conditionnalités de renforcement du contenu local, c'est-à-dire des transferts de compétences. On peut demander que des produits rentrent, mais aussi il faut demander qu'on nous assiste à ce que certains de nos produits soient manufacturés pour qu'une plus-value reste beaucoup plus en Afrique. Donc il y avait cette question qui était en discussion il y a je crois, dimanche dernier sur une chaîne, et tous les participants sont convaincus que si on ne protège pas l'industrie locale, on va tuer l'emploi. Donc l'effet sur l'économie va être beaucoup plus fort. Alors parlons d'un point qui est très important aussi, hein, qui concerne le capital humain. Le capital humain, parce qu'il va falloir investir sur le capital humain. On en a beaucoup parlé lors de ce forum. Vous pensez que déjà l'adéquation formation-emploi en Afrique, ça pose un vrai problème? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent diplômés mais qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde du travail. Comment on peut régler ce problème-là actuellement en fonction des objectifs de l'Afrique pour qu'il puisse y avoir une croissance inclusive d'abord? Voilà, là encore une fois, on parle d'inclusion. Pour moi, on parle aussi d'intégration. Il y a des 15 millions de jeunes, je pense, africains qui cherchent de l'emploi. On ne peut pas trouver une perspective pour ces jeunes dans une Côte d'Ivoire ou en Sénégal ou en Bénin fermé. Il faut absolument harmoniser le marché du travail. Il faut avoir un marché de travail unique parce qu'il y a des excédents au Cameroun qui peuvent se déverser sur le reste du pays. Il y a plusieurs compétences. On parle de déficit en ingénieurs, on parle de déficit en médecins, on parle de plus de gynécologues béninois en France qu'au Bénin. Mais oui, parce que tout simplement, le marché africain n'est pas compétitif pour ces cerveaux, d'une part. D'autre part, l'étroitesse des marchés fait que les perspectives sont ailleurs. Il faudrait, dans une vision intégrée, créer les conditions d'épanouissement de tous ces diplômés. Et il est possible parce que si vous voyez la situation actuelle de l'Afrique, vous interrogez les chefs d'entreprise qui sont là, tous diront qu'on a un problème de ressources humaines. Les compétences sont rares. On n'a pas d'ouvriers spécialisés. C'est parce que tout simplement, la formation? marchés, non, on dit qu'il n'y a pas d'ouvriers spécialisés, oui. On dit qu'il n'y a pas de cadres. C'est parce que tout simplement nos marchés sont hermétiques. Je parle du marché du travail. Quand vous dites marché du travail, vous voulez dire qu'il faut s'ouvrir si vous n'avez pas... Il faut créer un marché unique. Vous savez, encore une fois, les États-Unis, l'Union européenne, c'est de grands ensembles. Mais quelle est la force de ces grands ensembles? C'est la mobilité, c'est le droit d'établissement. Bien avant la mobilité des marchandises, il y a d'abord la mobilité humaine. Nous, en Afrique, quel est notre problème fondamental? C'est qu'il n'y a pas de mobilité. Vous avez, il y a une étude qui a montré que dans 25 pays, les Africains ont besoin de visa avant de prendre l'avion. Donc l'Afrique est très fermée aux Africains. On est en train de parler d'inclusion, de parler de convergence économique. L'Union africaine est en train de mettre en place le passeport unique. Avant même le passeport unique, il faudrait juste harmoniser nos marchés du travail. Il faudrait juste permettre à tous les Africains de se déplacer, de pouvoir aller postuler, créer leurs entreprises, avoir le droit d'établissement pour les entreprises, avoir le droit de séjour. Il faut en fait faire le jeu d'une Afrique intégrée, c'est-à-dire intégrer réellement
c'est le facteur humain, c'est vraiment l'intégration humaine. Ou bien une Afrique qui est là, encore dans des visions du passé, une Afrique qui croit que ce sont les matières premières qui développent, parce qu'il y a cette vision très, que nous voyons d'ailleurs en Afrique centrale, où on pense que ce sont les matières premières qui développent et pas l'homme. Or, l'unique richesse, l'unique ressource, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme.